Matin de France Culture, Jean Lémarie. Les syndicats se préparent. Mardi prochain, le 7 mars, ils vont tenter encore une fois de faire reculer le gouvernement. Contre la réforme des retraites, ils veulent amplifier la mobilisation. Après le débat agité, tendu à l'Assemblée nationale, le projet est arrivé au Sénat. Le gouvernement espère aller le plus vite possible alors que sa réforme est toujours très impopulaire. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Secrétaire général de la CGT, vous êtes l'invité des matins de France Culture. Nous allons prendre le temps de parler de cette réforme et de la mobilisation, de ce que vous pouvez en espérer. La CGT peut-elle faire pencher la balance? C'est ce que nous allons voir ensemble. Votre objectif premier, c'est d'abord cette journée du 7 mars. Avec les autres organisations syndicales, Philippe Martinez, vous voulez mettre la France à l'arrêt, c'est le projet. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de bloquer le pays ? En tout cas, vu l'écho que rencontre cette prochaine journée, la détermination de ceux que je peux croiser, et puis ceux que j'ai vus dans les précédentes manifestations, oui, il y a tous les ingrédients pour transformer cette formule, mettre la France à l'arrêt. C'est-à-dire que peu ou pratiquement personne ne travaille le 7 mars. Est-ce qu'on en sera là mardi ? En tout cas, nous l'espérons, et les arrêts de travail qui commencent à tomber, les assemblées que nous pouvons faire, les débats publics que nous faisons. J'en fais un, par exemple, demain à Saint-Étienne, il y en avait un hier soir à Grenoble, rencontre beaucoup de public, et on voit la détermination dans les expressions du monde du travail. Qui sera en grève le 7 mars ? Les entreprises publiques qui sont habituées, ou aussi des salariés du privé pour qui la grève est un phénomène rare, un événement pour certains? Oui, enfin, c'est un phénomène moins médiatisé que dans les entreprises publiques de transport, par exemple, qui font souvent la une des médias, mais il y a beaucoup de grèves dans le privé, il y en a eu beaucoup sur la question des salaires, et la caractéristique de ce mouvement, qui dure maintenant depuis le début de l'année, c'est effectivement beaucoup d'entreprises privées, ou en tout cas des salariés des entreprises privées qui sont en grève, avec des formes de mobilisation qui sont, je vous le dis, moins médiatisées, mais qui existent réellement. Donc ça, c'est la journée du 7 mars. Que va-t-il se passer ensuite, Philippe Martinez ? Eh bien, l'objectif, c'est de partout où c'est possible de continuer sous des formes qui restent à déterminer par les salariés eux-mêmes. Mais vous le savez, après le 7, c'est le 8 mars. 8 mars, journée importante, c'est la journée internationale du droit des femmes, et le lien entre le besoin d'égalité salariale entre les femmes et les hommes et un projet de loi sur les retraites qui va largement pénaliser les femmes, on en a fait la démonstration, est tout à fait évident. Donc, après le 7, le 8, on continue. Chez vous, plusieurs secteurs ont appelé à une grève reconductible, d'ores et déjà. Dans quel secteur ? Écoutez, pour l'instant, ceux qui sont effectivement en vue, c'est les cheminots, vous le savez, avec l'ensemble des organisations syndicales, parce que c'est à souligner que l'ensemble des organisations syndicales sont mobilisées. Il y a des mobilisations dans le secteur du pétrole, des mobilisations chez les portuaires, les dockers, dans l'énergie, et puis on est en train de recenser dans beaucoup d'entreprises privées, je vous le disais, sous des formes différentes, dans l'agroalimentaire, sous la forme d'une heure, 2 heures tous les jours, des arrêts de travail, des rassemblements. Donc c'est vraiment un mouvement qui s'amplifie et qui se généralise. La question des modalités, évidemment, est centrale. Au niveau national, la CFDT ne propose pas de grève reconductible, et c'est un sujet de discussion régulier entre les organisations. Est-ce que la CGT ne va pas se retrouver isolée, ou en tout cas les secteurs de la CGT qui appellent à la grève reconductible sur ce point précisément ? Non, mais Parce que pour l'instant, vous êtes unis, et c'est un des points marquants des dernières semaines. C'est bien, vous l'avez remarqué. Oui, il y a unité syndicale avec... ce qui est intéressant dans ce mouvement, et ce que je pense est apprécié par le monde du travail, c'est qu'on a des objectifs communs, et on ne fait pas semblant d'être d'accord quand on n'est pas d'accord. Ceci dit, ce que je constate, et vous l'avez constaté aussi, c'est que, par exemple, à la SNCF, l'ensemble des organisations syndicales représentatives appellent à la grève reconductible, donc ça fait 4 organisations syndicales, dont la CFDT.
c'est les salariés qui décident des formes d'action. Et évidemment, les syndicats proposent, et j'allais dire le monde du travail dispose, et quand les salariés sont déterminés, eh bien l'ensemble des syndicats en général se mettent d'accord très rapidement. C'est ce qui se passe à la SNCF et ce qui va se passer dans d'autres entreprises. Je pense que c'est important que la démocratie puisse s'exercer partout, dans toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Pour une immense partie des Français, le grand sujet en ce moment, Philippe Martinez, c'est l'inflation, c'est la hausse des prix. Dans ces conditions, combien de temps des salariés grévistes peuvent-ils tenir sans salaire ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je peux pas non, vous mais le vous dire. avez des perceptions, vous avez des retours. C'est vraiment une question concrète aujourd'hui. Ce qui est intéressant, y compris dans ce mouvement, et moi j'insiste, vous avez raison, la question de l'augmentation des salaires, elle est posée partout et depuis très longtemps, avec une inflation qui va augmenter. J'entends les prévisions, même si le ministre de l'économie les conteste, sur les produits de première nécessité, on est largement au-dessus de l'indice officiel. On parle dans le deuxième trimestre, pour les produits frais, les produits de première nécessité, d'une hausse des prix de plus de 10%, ce qui va largement... Et donc il y a aussi dans les entreprises, j'allais dire, il y a le sujet qui fédère tout le monde, les retraites, mais des mobilisations. On est en période de négociation annuelle obligatoire et il y a des mobilisations sur la question des salaires dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire qu'on conjugue les deux. Il y aura besoin de solidarité, mais la solidarité, elle s'organise dans un mouvement qui est évidemment, dont les organisations syndicales sont pilotes, mais avec le soutien de beaucoup d'associations, d'ONG. Par exemple, un syndicat comme la Confédération paysanne travaille à soutenir le mouvement, sont présents dans les manifestations et ont fait preuve dans beaucoup de départements, j'en ai croisé, de solidarité. Voilà, eux maîtrisent bien les produits frais, par exemple. En donnant des légumes, enfin, ça va peut-être pas... suffire à remplir le réfrigérateur de ceux qui voudraient faire grève et qui voudraient tenir. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Ne réduisez pas la production des paysans aux légumes, même si ils font des bons légumes. Il y a besoin de solidarité, y compris... Est-ce que le contexte économique permet, pour ceux qui le veulent, aujourd'hui une grève massive et durable ? Mais en tout temps, faire grève, ça pèse, notamment dans le budget. Après, c'est la détermination qui compte. Et on trouve... Je pense que la question de solidarité, elle est importante et on a déjà d'ailleurs des salariés qui ne peuvent pas faire de grève reconductible de 24 heures, qui vont agir et en même temps aider dans des caisses de solidarité au soutien des grévistes. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est important dans ce mouvement. C'est un mouvement large, solidaire. Mais j'entends que dans votre appel, vous ne demandez pas aujourd'hui une grève reconductible partout et pour tous. Vous avez mal compris ce que j'ai dit alors. Alors redites-le nous pour que nous comprenions. Il faut des grèves partout, des grèves reconductibles. Ce que je dis, c'est que chacun fait selon ses moyens. Donc j'ai bien compris. Donc j'ai bien compris, ceux qui le veulent et le peuvent, grève reconductible, mais ce n'est pas un appel général et systématique. C'est un appel général à des grèves reconductibles sous des formes. Il ne faut pas limiter la notion de reconduction à 24 heures. Vous savez, j'étais dans une verrerie à Albi au moment de la manifestation. Faire 2 heures de grève dans une entreprise privée, industrielle, c'est une action très importante. Et je fais confiance à l'imagination des salariés pour pouvoir agir de la façon dont ils souhaitent, mais tous les jours, de façon reconductible. Je crois que mes propos sont clairs. Les dernières semaines, la mobilisation a été forte, Philippe Martinez, mais elle n'a donné aucun résultat. Comment espérez-vous à ce stade changer la donne alors que le projet du gouvernement, encore une fois, arrive au Sénat ? C'est un problème que l'exécutif, notamment, n'entende pas et la colère et l'opinion. Vous l'avez signalé, les sondages d'opinion sont absolument importants sur ce rejet de ce projet. Et les Français qui sont interrogés disent aussi que, selon eux, le gouvernement devrait finalement faire passer sa réforme à laquelle ils sont en majorité opposés. On entend une colère chez certains et beaucoup de résignation. Mais l'opinion, elle évolue par rapport à début janvier où il n'y avait pas le soutien de l'ensemble des catégories de la population. Vous avez vu, les retraités étaient plutôt favorables. Aujourd'hui, tout le monde rejette cette réforme. La deuxième chose qui évolue, c'est que tout le monde soutient le mouvement social, y compris
l'exécutif a l'habitude de faire peur à la population avec les blocages, les pénuries, etc. Eh bien, les sondages montrent que si on arrive à cette situation, la responsabilité incombera uniquement au gouvernement. Donc, il y a besoin de plus de mobilisation, mais moi, j'alerte de façon sérieuse le gouvernement. Comment peut-on faire passer une loi contre l'avis ultra majoritaire de la population? C'est un problème démocratique. Et c'est aussi un appel aux députés et aux sénateurs. On ne peut pas gouverner contre l'avis et l'opinion publique. C'est un problème. Ce mouvement est parfois comparé à la grève de 1995 contre la réforme de la sécurité sociale. À l'époque, Alain Juppé avait finalement retiré une partie de son plan, la partie qui concernait les retraites. Êtes-vous aujourd'hui dans la même situation qu'en 1995 ? Aucun mouvement social n'est comparable. En 1995, le monde du travail n'était pas le même, la structure des entreprises n'était pas la même. Le poids des syndicats n'était pas le même. En tout cas, ce que je constate, c'est que malgré tout ce qu'on a entendu sur le poids des syndicats, l'avenir du syndicalisme, en ce moment, les syndicats ont plutôt la cote, ils rassemblent très largement. Donc, vous savez, ce genre de propos est aléatoire en fonction des périodes. Non, mais ce qui a changé, c'est la structure des entreprises. En 1995, il y avait moins de précarité, il y avait moins d'auto-entrepreneurs. Et donc, ce mouvement, il est large. Et je pense que c'est cette diversité, on l'a vu, une des plus grosses mobilisations, ça a été le samedi 31. C'est-à-dire que des gens qui ne peuvent pas faire grève tiennent quand même à participer. C'est ça qui est important. Et donc, moi, j'insiste, on ne peut pas aller à l'encontre d'une telle majorité de citoyens et de citoyennes qui sont contre ce projet de réforme. En 1995, à la tête de votre organisation, il y avait Louis Vianney. Voilà ce qu'il déclarait en pleine mobilisation devant la CGT le 3 décembre 1995. Oui, mes chers camarades, je salue ce processus formidable de mise en mouvement unitaire, d'enracinement démocratique, à l'appui duquel le monde du travail pose maintenant avec force ses exigences sur la table de ce qui doit et de ce qui va devenir une table de négociation. Une table de négociation, disait Louis Vianney en 1995. Philippe Martinez, souhaitez-vous négocier aujourd'hui avec le gouvernement ? C'est ce qu'on demande depuis le début. Mais négocier sur quoi ? Négocier sur ce qui pose problème dans le système actuel des retraites, et notamment les problèmes de rentrée de cotisation, de financement, les problèmes d'égalité salariale entre les femmes et les hommes qui donnent encore plus d'écart de pension au moment de la retraite, la question de l'entrée dans la vie active des plus jeunes, et notamment ceux qui font des études et qui sont obligés de prendre leur retraite après 67 ans. Tous les sujets ont été mis sur la table avant l'annonce du projet de loi. Sauf que, et on n'est pas les seuls à le dire, personne ne peut aujourd'hui dire que la CGT est particulière. Tout le monde dit on n'a pas été entendu sur aucun sujet. Et donc, on retire le projet et on discute. Mais on discute sérieusement sur l'amélioration. Le retrait des 64 ans et le préalable encore. Le retrait des 64 ans et de l'augmentation de la durée des cotisations, ce sont les deux sujets majeurs de cette réforme et les deux sujets qui posent le plus de problèmes. Il suffit de regarder les pancartes dans les manifestations, c'est clair. J'ai regardé le projet de la CGT sur les retraites. Vous proposez une retraite à taux plein à 60 ans pour toutes et pour tous, l'abrogation du mécanisme de décote, la pension minimale à 2 000 € bruts. Je n'ai pas vu les mesures d'économie. Parce que vous n'avez pas été au bout de votre lecture. Où sont-elles ? Je vous le répète, le premier problème, c'est les exonérations de cotisation d'une grande partie des grandes entreprises. C'est autour de 80 milliards par an. Oui, on a déjà... Ce à quoi le gouvernement ne veut pas toucher au nom de la compétitivité, de la préservation de la santé de l'économie française. Vous voyez qu'on fait des propositions. Il y a la question de l'emploi des seniors. Pourquoi pratiquement une personne sur deux, à quelques années de partir en retraite à l'âge légal, n'est plus dans l'emploi et donc ne cotise plus, ni lui ou elle, ni les employeurs.
Voilà des questions majeures. J'ai évoqué la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ça fait, depuis que M. Macron est élu, il en fait une priorité nationale. Il y a toujours 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et vous savez bien, parce que c'est le principe du fonctionnement de la retraite, que moins on est payé durant sa vie professionnelle, plus la pension est basse. Donc des solutions de financement, nous en avons proposé. Après, c'est un choix de société. Quand cette année, et je l'ai entendu encore dans votre journal, les dividendes versés aux actionnaires explosent, c'est des choix qu'on doit faire au niveau politique. Soit on enrichit les actionnaires, parce que comment ils s'enrichissent les actionnaires? Grâce au travail de nous tous et de la majorité. Donc ce sont des choix. Et quand on a qualifié M. Macron de président des riches ou des super riches, on en a encore la démonstration. Emmanuel Macron avait annoncé son projet de réforme des retraites. Il estime aujourd'hui qu'il a et qu'il aura une majorité au Parlement pour faire voter ce projet, notamment avec une alliance avec les Républicains. Qui est le plus légitime à ce stade aujourd'hui? Vous, avec la mobilisation, ou le gouvernement et la majorité au Parlement qui, je le rappelle, a été en partie élu pour ce qui est de l'Assemblée nationale il y a seulement quelques mois? Ce n'est pas une question uniquement de légitimité. Premièrement, dans l'élection présidentielle, on peut y revenir, mais il y a eu au deuxième tour beaucoup de citoyens et de citoyennes qui n'ont pas voté pour M. Macron, mais contre le Rassemblement national. Dans le programme de M. Macron au premier tour, tous les sondages le montrent, la question de la retraite et de la priorité, enfin de la volonté d'allonger l'âge de départ venait en 7e position. Ouais, ce n'était pas la priorité de ceux qui votaient, y compris pour M. Macron. M. Macron n'a pas eu une majorité absolue à l'Assemblée, aux législatives. C'est aussi. Et il dit qu'il a une majorité sur ce projet, non, il le pense. Non, mais il dit ce qu'il veut. Avec la droite. Il dit ce qu'il veut. D'ailleurs, il dit souvent tout et son contraire. Au lendemain du second tour, il avait dit « j'ai changé, je vais écouter les Français », etc. On voit qu'en ce moment, il écoute beaucoup. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des mobilisations importantes, il n'est pas en France. Peut-être qu'il faudra qu'on crie plus fort parce pour qu'il entende. Et puis, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt... je vais peser mes mots, mais des petites négociations dans les couloirs de l'Assemblée entre la droite et le parti et l'exécutif pour essayer de... Est-ce que ça permet des améliorations? Absolument pas. Des concessions ont été faites par le gouvernement à la demande des Républicains. C'est du bricolage, c'est un pansement sur une jambe de bois. Écoutez tous les témoignages, le problème, c'est qu'on va tous travailler 2 ans de plus. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et je constate que tous ceux qui s'expriment, une grande partie de ceux qui s'expriment à l'Assemblée et au Sénat en ce moment, qui considèrent que travailler 2 ans de plus, c'est pas si grave que ça, eh bien qu'ils aillent faire un stage, je sais pas, dans un abattoir pendant, pas pendant 30 ans, vous voyez, pendant 1 mois. Et ils verront ce que c'est que des conditions de travail. Donc tous ceux qui s'expriment sur le travail sans jamais avoir bossé dans les conditions que vivent la majorité des travailleurs et des travailleuses, je pense qu'ils devraient avoir un peu de pudeur. Philippe Martinez, vous restez avec nous. Beaucoup de questions à vous poser encore sur la réforme, sur vos relations avec la gauche aussi, et notamment avec la France insoumise, sur ce que vous attendez du travail des parlementaires, des élus, et puis aussi sur l'avenir de la CGT, puisque votre congrès aura lieu à la fin du mois et que c'est un moment important et un moment de tension au sein de votre organisation. On vous retrouve, Philippe Martinez, dans une vingtaine de minutes sur France Culture. Il est très précisément 8h. « 7h-9h, les matins de France Culture, Jean Lémarie. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, est toujours avec nous. Il y a le temps syndical, le temps de la mobilisation, et il y a le calendrier politique que Stéphane Robert évoquait à l'instant. Le débat au Sénat qui commencera demain en séance après un débat extrêmement tendu à l'Assemblée nationale. Je rappelle que le gouvernement avait imposé un calendrier accéléré au Parlement. La gauche, de son côté, a déposé des milliers d'amendements. Seuls les premiers articles ont finalement été examinés et le débat s'est terminé dans la plus grande confusion le 17 février à minuit avec un discours d'Olivier Dussopt. On va en entendre un extrait. Le ministre du Travail face aux députés de la France insoumise qui chantaient dans l'hémicycle.
Nous arrivons désormais au terme de nos débats. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte au terme de 9 jours de séance et 73 heures de débat. Le gouvernement ne peut pas prolonger l'examen du texte sans réduire le temps que le Sénat doit avoir. En application de l'article L 111-7 du Code de la Sécurité sociale, l'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi, le gouvernement saisira le texte, le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, à la fin de ce débat à l'Assemblée nationale. Philippe Martinez, comme votre homologue de la CFDT, Laurent Berger, vous avez critiqué, avec des mots durs, la manière dont le débat s'est tenu à l'Assemblée nationale. On vient d'en réentendre un extrait. Qu'est-ce qui vous gêne avec le recul ? Non, en tout cas pour la CGT, on a d'abord critiqué la méthode du gouvernement. On dit que c'est la mère des réformes, que c'est une réforme importante, et c'est vrai, pour l'ensemble des citoyens de ce pays, et on fait une procédure accélérée dans le cadre d'un projet de loi rectificative de la sécurité sociale. C'est absolument incompréhensible. Il fallait que le gouvernement, puisqu'il est sûr de lui, donne le temps aux députés d'analyser l'ensemble. Donc la première responsabilité, c'est le gouvernement. Ensuite, évidemment, nous ne maîtrisons pas les procédures, ça se passe à l'Assemblée. Et donc nous avons considéré que, je le disais tout à l'heure, sur toutes les pancartes et dans toutes les interviews, le chiffre qui revient, c'est 64. Et donc, nous avons considéré qu'il y avait besoin de au moins discuter de cet fameux article 7, que maintenant, je pense, tout le monde connaît, qui est l'article qui prévoit l'allongement de 2 ans de l'âge légal. Or, ça n'a pas pu être fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu... moi, je ne suis pas spécialiste des débats à l'Assemblée nationale, mais il y a eu une volonté d'une partie de la France insoumise, si j'ai bien compris, de ne pas aller à l'article 7. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans les journaux et ce que j'ai entendu sur vos ondes. Avec une stratégie parfaitement assumée par Jean-Luc Mélenchon, pour le fondateur de la France insoumise, aller jusqu'à l'article 7, aller jusqu'à un vote sur l'article 7, c'était pour les opposants à la réforme le risque de se faire battre. Est-ce qu'il fallait prendre ce risque ? Enfin, moi, je ne connais pas les stratégies. La stratégie. Nous, l'idée, c'était de mettre chacun devant ses responsabilités. Parce que, je le dis solennellement là aussi, c'est valable pour les députés et les sénateurs. Il faudra rendre des comptes aux électeurs. Je ne crois pas, par exemple, les sénateurs, il y a un renouvellement, je m'adresse à un spécialiste, renouvellement d'une partie du Sénat à l'automne. Ils devront rendre des comptes. Et d'ailleurs, j'invite les citoyens à aller voir ce qu'on appelle les grands électeurs, les maires, les conseillers départementaux, pour leur dire, attention, ne votez pas ou ne renvoyez pas au Sénat ceux qui ont adopté une réforme qui va à l'encontre de ce que nous demandions. Et puis, les Français n'ont pas la mémoire courte, ils s'en rappelleront. Il y a un risque également, quand on voit les débats à l'Assemblée, et ce que je disais tout à l'heure, les petites... je vais le dire, petite magouille entre le gouvernement et la droite, qui a été... Passer des alliances, c'est ce que vous appelez des petites magouilles ? C'est des petites... c'est complètement en décalage avec ce qui se passe dans le pays, quoi. Tu votes pour moi, je te concède un petit amendement, etc. C'est pas à la hauteur du débat qui est nécessaire sur la question des retraites et de la sécurité sociale en général. C'est ça que nous disons. Je reviens à la stratégie d'une partie de la gauche. L'argument, encore une fois public, de Jean-Luc Mélenchon consistait à dire à l'Assemblée nationale, aller jusqu'à l'article 7, prendre le risque d'être battu, c'était démobiliser ceux qui sont et ceux qui seront en grève, notamment la semaine prochaine. Écoutez, nous avons la modeste prétention, les organisations syndicales, d'avoir un peu l'oreille
de ce qui se passe dans les entreprises et les services, de ce qui se passe dans la rue. On y a été 5 fois dans les journées de mobilisation, et puis on y est très très souvent, tous les jours, ou presque tous les jours, dans les entreprises. La détermination, elle est très forte. Et y compris d'ailleurs, je pense que le président de la République, parce que c'est lui qui mène la danse, si je puis dire, de cette réforme, y compris en considérant qu'une fois la réforme votée, ça pourrait se calmer. Je ne sais pas quelle forme prendront les mobilisations et la colère si cette réforme est adoptée. Pour la CGT, le combat continuera, mais là aussi, spéculer sur ce type, en disant il râle un peu en ce moment, mais après ils vont se calmer. Je trouve que c'est dangereux, c'est jouer avec le feu, et on voit bien qu'il y a un grand gagnant dans tout ça. C'est le Rassemblement national. Qui s'oppose à la réforme. Avec les mots, ils s'opposent à beaucoup de choses et ils se prétendent proches du monde du travail. Moi, c'est dans les actes, et à la CGT, c'est dans les actes qu'on juge. Vous savez, dire il faut pas allonger l'âge de la retraite, mais alléger les cotisations sociales des employeurs, c'est un peu ce que j'ai entendu tout à l'heure de témoignages de sénateurs de droite qui disent il faut faire attention à ne pas toucher en gros les bénéfices et les dividendes des actionnaires. Faut choisir son camp, j'allais dire. Soit on est du côté du monde du travail, soit on est du côté des actionnaires. Je rappelle que le Rassemblement national en juillet a refusé de voter l'augmentation du SMIC, justement pour ne pas pénaliser ces pauvres employeurs, notamment les plus grands, qui s'augmentent à l'image du patron de Total de 52%, lui. Regardons ce qui peut se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parmi les opposants à la réforme, à la fois du côté des syndicats et du côté de la gauche. Jean-Luc Mélenchon, encore lui, vous a reproché d'alimenter la division parmi ces opposants-là. Est-ce que vous souhaitez travailler avec les forces de gauche pour essayer de contrer le projet du gouvernement? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que des réunions sont prévues? Mais nous travaillons avec l'ensemble des partis politiques, sauf le Rassemblement national, avec qui nous n'avons aucun point commun. Nous sommes auditionnés par des partis, Est-ce que vous manifesterez avec la France Insoumise? Mais ça veut dire quoi, travailler ensemble? Ça veut dire on s'aligne derrière des velléités politiques, ou en tout cas des décisions politiques, où chacun a sa place, on s'écoute et on se respecte. Pour l'instant, le mouvement social, et c'est souligné par tout le monde, c'est les syndicats qui l'organisent. Et d'ailleurs, le fait que les syndicats soient unis, c'est ce qui fait le succès de ces mobilisations. Pourquoi chercher des polémiques en essayant de dire oui, mais on est mieux placé, ou on va diviser, ou je ne sais quoi. Voilà, chacun est dans son rôle, et quand chacun est dans son rôle, ça marche bien. Dès qu'on essaye de récupérer un mouvement, ou en tout cas de donner des conseils, on va être pudique, vous voyez, c'est ça qui génère de la division. Il y en a aujourd'hui? Moi, à la CGT, on n'a aucun problème avec tous ceux qui veulent travailler avec nous, mais travailler ensemble, c'est pas, je vous le répète, les uns devant et les autres derrière. En tout cas, pour un mouvement social, vous avez rappelé quelques dates importantes des mouvements sociaux en France. Ça a toujours été les organisations syndicales qui étaient devant, avec les banderoles et les pancartes, avec le soutien des partis politiques qu'ils souhaitent, et ça, c'est tout à fait respectable. Vous avez commencé à nous parler tout à l'heure, Philippe Martinez, et je vous posais la question de l'unité syndicale qui a très bien tenu jusque-là, alors même que vous avez, notamment CGT, CFDT, des différences d'appréciation face à la réforme des retraites, mais vous luttez ensemble, notamment contre le report de l'âge légal. Comment pensez-vous maintenir le ciment dans les prochains jours? Je pense que c'est pas cette question qui se pose. Je voulais rappeler, cette unité, elle est solide parce qu'elle est claire. On ne fait pas semblant d'être d'accord quand on n'est pas d'accord. Par contre, on a deux mesures qui nous unissent et on reste là-dessus. C'est l'allongement de l'âge de la retraite, l'allongement de la durée des cotisations. Et on sait se dire les choses quand on n'est pas d'accord, et on les dit publiquement d'ailleurs. On ne fait pas semblant.
Stéphane Robert a une question pour vous. Il y a une question quand, tout de même. À partir du 7 mars prochain, il y a un appel à durcir un peu le mouvement. On voit que jusqu'ici, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est un peu aligné sur ce que défendait la CFDT pour faire l'unité. C'est votre point de vue. C'était les manifestations. C'est votre point de vue. Vous ne connaissez pas les discussions qu'on a en intersyndical, mais si vous le voulez, allez, je vous le concède. La CFDT n'est pas favorable à ce qu'on durcisse le mouvement. En tout cas, elle s'interroge beaucoup. Est-ce qu'à partir du moment où, le 7 mars, on appelle à muscler un peu les choses, il ne va pas y avoir des divergences qui apparaissent? Est-ce que ce n'est pas le risque, la crainte pour vous? Ça ne vous a pas échappé, j'espère, que le 7 mars, il y a un communiqué qui date maintenant de quelques jours, et c'est le titre, c'est « Mettre la France à l'arrêt ». C'est signé par toutes les organisations syndicales. Toutes, sans exception. La deuxième chose, on en parlait, on l'évoquait tout à l'heure, c'est que dans une entreprise déjà, à la SNCF, où les relations entre les organisations syndicales sont les mêmes qu'au niveau national. Il y a des points d'accord et des points de divergence. Il y a un appel à la grève reconductible, c'est-à-dire tous les jours, de 4 organisations syndicales représentatives, la CGT, l'UNSA, Sud et la CFDT. Vous l'avez noté aussi. C'est ça la réalité. Après, et c'est important que les organisations syndicales soient à l'écoute de leurs syndiqués et aussi du monde du travail. Et on fait des propositions, puis après les travailleurs et les travailleuses disposent. C'est ça la réalité. C'est ça la démocratie, peut-être qui ne se pratique pas à l'Assemblée nationale, ou en tout cas les députés et les sénateurs qui ont dit votez pour nous, puis après on s'occupe de tout sans vous demander votre avis pendant 5 ans ou 6 ans, selon la durée du mandat, vous voyez. Philippe Martinez, vous allez bientôt quitter votre poste, puisqu'à la fin du mois, la CGT va réunir son congrès. Il est question de succession dans une ambiance tendue. Qui va vous succéder ? Il est d'abord question d'orientation. Parce que c'est pas les présidentielles chez nous. C'est pas l'homme ou la femme providentielle. C'est quelle CGT pour demain. Et je crois que ce mouvement social valide ce que nous défendons depuis un petit moment. On écoutait Louis Vianney, par exemple, tout à l'heure, la notion de syndicalisme rassemblé, c'est-à-dire la question d'unité syndicale, la question d'une CGT ouverte au monde du travail tel qu'il est, et non pas comme on le rêve, l'ouverture à d'autres associations, ONG, parce que même si on est sûr d'avoir raison, c'est toujours bien d'écouter les autres sur un certain nombre de questions. C'est ça le débat. Et donc pour continuer à mener ce débat et à évoluer, il y a une proposition qui est faite pas par Philippe Martinez, mais par la direction nationale sortante de la CGT, qui est Marie Buisson, parce que également il faut quelqu'un, et en l'occurrence quelqu'une, pour continuer cette évolution de la CGT, et le fait que ça soit une femme dans une organisation qui, je le pense, est féministe et qui n'a jamais eu de femme comme secrétaire générale, je pense que c'est important aussi. Marie Buisson, secrétaire générale de la Fédération de l'éducation, de la recherche, de la culture, dont la candidature est contestée, et vous l'avez éprouvé, entendu encore ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez l'imposer dans ces conditions ? Il n'y a rien qui s'impose chez nous. On ne vire pas comme le numéro 2 chez nous ou le numéro 3. C'est le débat. Mais c'est d'abord un débat d'orientation, j'insiste là-dessus. Oui, mais il y a toujours eu des débats à la CGT sur les orientations. Bernard Thibault a été aussi contesté par une partie. Avec une succession qui a été très problématique à l'époque, justement. Dans un congrès, je le relisais, où la succession n'était pas à l'ordre du jour, il y a eu un débat sur le bilan d'activité et il n'y a pas eu de vote. C'est fini les votes à 99%, c'est une bonne chose. On nous le reprochait à l'époque. Donc quand il y a de la démocratie, c'est plutôt bien. C'est d'abord un débat sur les orientations. Et je pense que, en tout cas moi, ce que je vois dans mes nombreux déplacements, c'est que globalement, la CGT, elle est bien vue par ses syndiqués. Elle est attractive, hein. Plus de 12 000 adhésions en un mois pour un syndicat qui serait ringard, qui serait à côté de la plaque. On n'a jamais fait autant d'adhésions en un mois depuis plusieurs décennies. Vous revenez de loin, non ? Je ne sais pas si on revient de loin. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'on l'a dit, les syndicats tant décriés, méprisés par le président de la République, ce qu'il fait encore aujourd'hui,
ont plutôt la cote dans l'opinion publique. On le voit dans les mobilisations, on le voit dans les sondages. Tout le monde salue cette unité syndicale, cette façon de mener les mobilisations. Je pense que c'est ça qui est important. Et je finis juste là-dessus, mais j'espère que le président de la République, dans le conflit qui est en cours, ne spécule pas sur la perspective du congrès de la CGT pour jouer la montre. Ça serait aussi grave pour la démocratie. Je reste sur cette question de l'orientation interne parce qu'elle est importante, effectivement, pour le dire de manière beaucoup plus triviale. Vos opposants au sein du syndicat vous accusent régulièrement d'être trop mou. Est-ce que vous avez des regrets ? Vous en êtes presque à l'heure des bilans à la tête de l'organisation. L'image qu'on m'a collée, si vous me permettez l'expression, depuis que je suis secrétaire général, sauf dans cette belle maison de Radio France, c'est d'être un dur, un extrémiste. Vous voyez, entre mou et dur, je pense que moi j'essaye de continuer. Mais est-ce que c'est ça aujourd'hui le clivage au sein de la CGT ? Oui, le clivage. Les débats, on n'est pas si tendu que ça. Les débats, c'est est-ce qu'il faut continuer à s'ouvrir, à avoir une CGT qui a une vision du monde du travail qu'elle conteste, mais qui est une réalité. Je dis souvent... Donnez-nous un exemple. Ça fait 2 fois, effectivement, que vous insistez là-dessus. Est-ce que ça veut dire que pendant longtemps, la CGT et les syndicats sont passés à côté d'une grande partie de la réalité du travail ? Non, parce que cette réflexion, je ne suis pas le premier à l'engager. Mais on n'a pas été assez vite. Parce qu'on a toujours... Sur quoi, par exemple ? On a toujours ce dilemme entre refuser un monde du travail qui ne va pas dans le bon sens et s'occuper des travailleurs qui le subissent. On aurait l'impression que quand on s'occupe de ceux qui travaillent le dimanche, on cautionnerait le travail du dimanche. Et moi, j'insiste beaucoup dans l'organisation. Oui, le monde ne va pas bien, mais les travailleurs, ils ont besoin de nous. Justement parce que le monde ne va pas bien. La précarité, on est contre. Il faut s'occuper des précaires. Les auto-entrepreneurs, on pense que c'est une forme d'exploitation qui ne va pas. Mais c'est quand même des travailleurs. Et je pourrais multiplier ces exemples. Il faut qu'on soit au cœur de la réalité de ce que vivent les travailleurs et les travailleuses. Et c'est le débat, Vos opposants, ou certains d'entre eux, ont aussi mis en cause votre manière d'exercer la direction. Alors, pour le coup, pas de manière trop molle, mais de manière presque autocratique parfois. Est-ce que vous feriez les choses autrement si c'était à refaire ? Vous voyez que des fois on est trop mou et des fois on est trop dur. C'est un peu comme le ressenti en matière de température, non ? Je crois que avoir de l'autorité, c'est important parce que discutailler, c'est bien, mais il faut prendre des décisions à un moment. Mais je fais la différence entre avoir de l'autorité et de l'autoritarisme. Certainement, et je pense qu'un dirigeant doit avoir de l'autorité, mais pas faire de l'autoritarisme. Et toutes les décisions qui sont prises à la CGT se font de façon démocratique, par des votes, par des discussions et des votes. Mais passer son temps à discuter, d'ailleurs certains syndiqués nous reprochent ça, on passe beaucoup de temps à discuter, mais de temps en temps, et le plus souvent possible, faut arrêter les discussions, prendre des décisions et les appliquer. Vous défendez une stratégie de dialogue avec des ONG, vous nous le disiez tout à l'heure, avec des associations. Souhaitez-vous que la CGT, à plus long terme, s'allie avec d'autres organisations syndicales dans le cadre d'une recomposition syndicale plus vaste ? Il en est question là aussi. Oui, je pense que c'est un peu comme l'unité syndicale. Écoutez les autres. Des associations, des ONG, en matière d'environnement, par exemple. C'est comme un sujet d'actualité. Et nous refusons d'opposer l'industrie, le travail et le climat. Les deux vont ensemble. Donc, les écouter, discuter, assumer nos différences, oui, c'est important. Mais pour ce qui concerne les syndicats, il y a beaucoup de syndicats en France. On est un des pays au monde où il y a le plus de syndicats. Je pense... Et là aussi, je ne suis pas le premier à le penser à la CGT, qu'un peu moins de syndicats serait bénéfique à la construction de mouvements sociaux. Donc, ces démarches sont engagées depuis très longtemps d'ailleurs, avec par exemple la FSU, on discute, on a des actions communes, vous le savez, on propose de vérifier si on peut aller plus loin démocratiquement. Mais ce n'est pas nouveau, hein. Que ferez-vous, Philippe Martinez, quand vous ne serez plus à la tête de la CGT ?
Vous avez incarné le syndicat pendant longtemps. Quel est votre avenir à vous? Écoutez, comme je suis comme les autres salariés, j'ai l'âge légal de partir à la retraite très bientôt, mais je n'ai pas encore le nombre de trimestres cotisés suffisant. Donc, combien vous en manque-t-il? Si vous avez un message à passer, c'est le moment ou jamais. Hein. Passer à cas individuel, parfois c'est important pour comprendre une situation collective. Je ne suis pas un cas individuel, je suis dans la situation de beaucoup de personnes qui font que malgré que l'âge légal soit 62 ans, l'âge moyen de départ à la retraite est au-delà de 63 ans. Vous voyez, je suis, comme disait un président de la République, un Français normal. Mon avenir, c'est retourner dans mon entreprise. Vous savez, je suis payé par Renault. Et donc, on va discuter avec la direction de l'entreprise sur mon avenir, sachant qu'il ne me reste pas, j'espère, 10 ans à travailler. Philippe Martinez, merci, le secrétaire général de la CGT, invité des matins de France Culture. On peut réécouter évidemment cet entretien sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité.